Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Variole du singe, monkeypox ou encore mpox, plusieurs noms, une seule et même maladie, une maladie qui, au lendemain de la Covid-19, semble prendre de plus en plus de terrain en Afrique et ailleurs. Une maladie qui inquiète. L'Agence de santé de l'Union africaine a déclaré son plus haut niveau d'alerte. L'OMS parle d'une urgence de santé publique de portée internationale. La question se pose, va-t-on vers une nouvelle pandémie? Que savons-nous sur la variole du singe et doit-on s'inquiéter? On va tenter de répondre à ces questions ce soir avec le docteur Taïeb Hamdi. Vous êtes médecin et chercheur en politique et système de santé. Bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté cette invitation. Donc, avant toute chose, commençons par un peu de pédagogie. La variole du singe, monkeypox, ou comme on l'appelle, je viens de le dire, mpox, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le mpox, c'est un virus qui cause une maladie. C'est un virus qui a été découvert en 1958 dans le laboratoire du Danemark sur des singes et des animaux de laboratoire qui étaient importés de l'Afrique. Donc, c'est un virus animal. En 1970, pour la première fois, il a été détecté chez un enfant de 9 ans au Congo. Donc, c'était la première infection humaine. Et depuis, ce virus ne sévissait que dans les forêts donc, du centre de l'Afrique, de l'ouest de l'Afrique. Et sa transmission était de l'animal vers l'homme, rarement humaine. En 2022, il y avait une souche qui s'était propagée et maintenant une nouvelle souche qui se propage donc, et qui a changé complètement de caractéristiques. Et donc, c'est l'histoire de cette maladie. Ce qui inquiète, c'est une maladie quand même qui se transmet de plus en plus facilement et qui éventuellement pose beaucoup de complications chez certains groupes et ça cause des décès jusqu'à 3,6%. Un virus donc en pleine mutation. Avant de rentrer dans les détails par rapport à ce virus, parlons des symptômes. Alors effectivement, ce qui est important, parce que les symptômes ont changé à travers cette histoire dont on a parlé de ce virus. Actuellement, ça commence par des symptômes généraux. C'est quelqu'un comme si il a de la grippe. C'est de la fièvre, des céphalées, des mal à la tête. Il a des douleurs articulaires, des douleurs musculaires et des maux de gorge. Après quelques jours, il y a manifestation de signes cutanés, donc de signes sur la peau. Ce sont des petites lésions rouges qui se transforment en petites bulles, vésicules, avec un liquide transparent qui devient jaune. Et puis, ça reste comme ça, il y a des croûtes et ça sèche. Et on est guéri pour les personnes qui ont guéri, bien sûr. Pour les autres qui font des complications, c'est un autre parcours, malheureusement, qui peut mener jusqu'au décès. Donc, c'est des symptômes généraux au départ et des signes cutanés qui ressemblent plus ou moins à ceux de la varicelle. Mais comment les différencier donc, par rapport à la varicelle? Quand est-ce qu'on doit être alerté? Exactement. Effectivement, bon, actuellement, par exemple, au Maroc, on n'a pas encore de cas de mpox, donc on est tranquille. Quand on voit un enfant qui a des symptômes, c'est la varicelle. Mais dans les pays où il y a beaucoup de cas de mpox, c'est important de faire la différence. Alors, la grande différence d'abord, c'est que la varicelle touche généralement, presque exclusivement, je dirais, les enfants qui ont moins de 10 ans, 7% seulement chez les adultes. Alors que le mpox, il touche aussi bien les enfants que les adultes. Le mpox, avec le mpox, à la différence de la varicelle, le mpox, on a des adénopathies, on a des gonflements, des lymphatiques au niveau du cou, au niveau de la racine des cuisses. Donc, il y a des adénopathies qui apparaissent qu'on ne trouve pas dans la varicelle. Et troisièmement, les grands symptômes, ça c'est pour tout le monde, c'est pour les parents. La différence, c'est que dans la varicelle, il y a l'éruption au niveau des paumes des mains, au niveau des plantes des pieds. Il n'y a pas dans la varicelle au niveau des mains et plantes des pieds. Dans l'mpox, il y a
ces lésions cutanées au niveau de ces régions. Bien sûr, il y a d'autres différences que les professionnels, bien sûr, seront amenés à préciser lors de l'examen clinique avant même de recourir aux examens de laboratoire. Maintenant qu'on a fait un petit peu le tour des symptômes, parlons du mode de transmission. Donc, vous l'avez dit, un virus qui a muté, qui se transmet beaucoup plus facilement aujourd'hui. Donc, quel est le mode de transmission exact et comment se prémunir si on devait être prudent? Oui, c'est une question qui mène inéluctablement vers l'autre. Donc, pour se prémunir, pour prévenir, il faut comprendre comment se transmet le virus. Alors, avant, c'était de l'animal à l'homme, c'est-à-dire quelqu'un qui vit dans la forêt, dans des campagnes, dans le rural de l'Afrique centrale et de l'Ouest, et qui consommait la viande des animaux, qui était en contact avec les sécrétions biologiques de l'animal. En 2022, c'était à travers des relations sexuelles, des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. C'était presque exclusivement ça. Actuellement, non. Actuellement, c'est à travers des relations sexuelles normales entre hommes et femmes. C'est sans relations sexuelles, c'est-à-dire on remarque de plus en plus de cas d'enfants qui sont infectés de Mpox dans les écoles, dans les familles. Et donc, actuellement, c'est par voie sexuelle, c'est certain, également par voie cutanée avec un contact intime, mais également par voie respiratoire. Et c'est ça qui inquiète le plus, parce que par voie respiratoire, si maintenant c'est à travers des gouttelettes, après plusieurs infections, ça peut aller jusqu'à par air, ce qui rendrait encore la tâche plus difficile de combattre ce virus. Et justement, on parle de combattre ce virus. Peut-on lutter, ou on va dire éradiquer cette maladie aujourd'hui? Peut-être éradiquer, c'est difficile. Avant, en tout cas, qu'elle ne mute davantage et qu'elle devienne aussi dangereuse que ce que vous êtes en train de nous dire. C'est ça, donc éradiquer complètement. Pourquoi c'est difficile? Parce que le réservoir de virus, il n'y a pas que l'homme. La variole qu'on a éradiquée il y a 5 décennies, le réservoir c'était l'homme. La variole du singe, actuellement, le réservoir c'est l'homme et l'animal, et donc c'est très difficile, et c'est une infection qui se fait dans les deux sens malheureusement actuellement. Mais combattre cette épidémie, c'est possible. Cerner cette épidémie dans les pays où il est naturellement, c'est possible. Limiter, même dans ces pays, c'est possible. C'est très, très possible. Tous les experts du monde s'accordent à dire, et d'ailleurs, l'OMS l'a bien rappelé en début de semaine, on peut éviter une propagation planétaire du virus. Il est toujours possible. Si on aide les pays africains avec de l'argent nécessaire, parce que faire des examens, faire l'isolement des personnes, les prendre en charge, ça demande de l'argent, ça demande des analyses, ça demande des médicaments et surtout ça demande des vaccins. Parce que les pays riches, ils ont les vaccins, ils ont les tests, mais ils n'ont pas la maladie, ils n'ont pas le virus. Les pays pauvres de l'Afrique centrale et de l'Ouest, ils ont le virus et la maladie, ils n'ont pas les vaccins et les tests. Donc si on fait ce transfert des pays riches vers les pays pauvres, vers les pays touchés en Afrique, jusqu'à présent, il est toujours possible de stopper cette épidémie et éviter une pandémie, éviter une propagation planétaire. On l'a donc bien compris, pour éviter la pandémie ou d'aller vers une pandémie, il faut se faire vacciner, de manière en tout cas préventive peut-être, je vous le demanderai tout à l'heure. Mais en tout cas, en ce qui concerne les vaccins qui ont déjà été utilisés et qui sont aujourd'hui actuellement disponibles, est-ce qu'ils sont aussi efficaces contre ce variant de la même manière qu'il était il y a plusieurs années maintenant? Alors jusqu'à présent, les deux vaccins, il faut dire que les vaccins qui sont disponibles actuellement, en fait, c'était des vaccins qui étaient destinés à la variole. Et la variole a été éradiquée de la planète en 1980, donc 1977, le dernier cas sur la planète. 1980, il était déclaré, donc l'humanité indemne il n'y avait plus de virus. Donc il y avait des vaccins de première génération, deuxième génération et des vaccins de troisième génération qui étaient disponibles dans des stocks de laboratoires ou dans des pays. C'est pour les utiliser à des fins chez les chercheurs et autres personnels et en cas où ça arrive. Donc, ce sont des vaccins de troisième génération qui étaient développés
et qui sont efficaces. Jusqu'à présent, les études ont montré qu'ils sont efficaces contre cette souche de Mpox. Et donc, et d'ailleurs, ils ont été utilisés lors de l'épidémie de 2022. Les pays riches qui seuls détenaient ces vaccins, les ont utilisés et ils ont pu maîtriser la souche de 2022. Et actuellement, ces vaccins sont efficaces et malheureusement, ils sont efficaces si on l'utilise là où il faut. Maintenant, si on les laisse stocker dans les laboratoires et dans les magasins des pays riches, ça ne va servir à rien. Mais si on l'utilise dans les pays touchés, ça va servir à stopper et à bloquer la maladie et à éviter une nouvelle pandémie après la pandémie de Covid-19. On l'a donc bien compris, ces vaccins qui existent aujourd'hui sont aujourd'hui en tout cas efficaces contre cette souche de la maladie, donc contre ce variant. Pour ce qui est des patients aujourd'hui non infectés, est-ce qu'on doit se faire vacciner par prévention? Non, jusqu'à présent, même dans les pays qui sont touchés par le Mpox, même dans ces pays, la généralisation de la vaccination n'est pas indiquée, n'est pas recommandée. Les personnes qu'on peut vacciner, ce sont les personnes dans l'entourage des personnes qui sont touchées, dans les populations, les communautés où le virus circule le plus fortement, chez les professionnels de santé et les professionnels qui travaillent avec les personnes qui sont infectées. Là, on utilise les vaccins, on utilise ces vaccins pour prévenir la maladie, pour protéger les personnes, mais en même temps, on les utilise donc pour stopper, pour terner, pour encercler le virus. Donc jusqu'à présent, l'indication de la généralisation de la vaccination n'est pas d'actualité, n'est pas indiquée. Mais pourquoi? Et d'ailleurs, même pour des raisons logistiques. Pourquoi? Parce que justement, le virus, on n'a pas besoin. La transmission du virus, il est maîtrisable. Donc, on n'a pas besoin de vacciner tout le monde. Il est maîtrisable. Si on utilise les vaccins qui sont disponibles là où il faut, on peut maîtriser la maladie. Donc, ce n'est pas la peine d'utiliser un vaccin. Deuxièmement, il y a un problème logistique parce que ces vaccins, ils ne sont pas disponibles partout. Il n'y a que les pays riches qui ont des stocks, qui sont des stocks qui ne sont pas énormes. Et il y a un laboratoire danois qui a 1 demi-million de doses, qui est capable de produire 2 millions de doses d'ici fin 2024, 10 millions de doses d'ici fin 2025. Mais ces 10 millions de doses, bien sûr, ne peuvent pas suffire à généraliser la vaccination, alors qu'on estime que si on utilise 10 millions de doses en Afrique, dans les pays touchés, on peut stopper la maladie. 10 millions de doses, vous l'avez dit, donc c'est effectivement le nombre de vaccins dont on a besoin en Afrique. On a les États-Unis qui ont promis 50 000 doses, l'Union européenne 215 000 doses et puis le Japon 3 millions de doses. Mais ce n'est pas suffisant. Donc comment faire en sorte d'accélérer davantage la cadence pour éviter justement de se retrouver face à une nouvelle pandémie? Alors là, ça dépend de la volonté des pays riches, parce que les pays riches, ils ont une équation. Pour eux, le fait de donner leur stock ou d'acheter, de commander des millions de doses pour l'Afrique, ça dépend de deux choses. Premièrement, est-ce que le virus aura la possibilité de se transmettre aussi facilement, très facilement par l'air? Et dans ce cas, ils sont menacés. Donc, dans ce cas, ils vont faire sortir de l'argent et les vaccins. Deuxième chose, est-ce que ce vaccin, ce virus, il sera aussi grave chez eux qu'il est en Afrique? Parce qu'en Afrique, il tue, il faut le rappeler, surtout les personnes qui ont des problèmes d'immunité, des nutris, les enfants qui ont des malnutritions. Donc, si les pays riches décident aujourd'hui d'aider les pays africains, quelle que soit la situation, on va maîtriser l'épidémie. S'ils attendent des mois et des mois pour voir l'évolution des choses, pour faire sortir de l'argent ou des vaccins, ce sera peut-être un peu trop tard. Et c'est ce que dit l'OMS. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les pays riches donnent ce qu'ils ont comme stock
aux pays africains et commande, c'est-à-dire de l'argent, il commande chez les laboratoires, parce qu'un laboratoire ne fabrique pas, ne produit pas de vaccins s'il n'y a pas une précommande. Il faut des commandes, des précommandes et des commandes. Et s'il y a de l'argent, il y aura un flot de vaccins suffisant pour stopper la maladie dans les pays touchés en Afrique. Pas suffisant pour vacciner toute la planète. Absolument. Donc, on se rappellera de ce chiffre de 10 millions de doses aujourd'hui nécessaires en Afrique pour éviter justement de se retrouver face à une nouvelle pandémie. Parlons maintenant de ces personnes qui ne sont pas aujourd'hui vaccinées, mais qui contractent cette maladie. Quels sont les moyens de lutter contre la maladie et justement, quel est le protocole? Alors, c'est d'ailleurs le protocole marocain qui a été mis en place en 2022. Il a été actualisé récemment, donc pour s'adapter aux nouvelles données, parce que c'est un virus quand même, c'est un virus qui se transmet d'une manière plus facile, ce n'est pas 2022. C'est un virus qui tue dans les limites de 3,6 à 4%. Chez les personnes, chez les adultes, les cas graves chez les adultes, c'est 10% de mortalité. Chez les enfants, les cas graves, c'est 10% de mortalité. Chez les adultes, 5% de mortalité. Et donc, c'est un autre virus. C'est le même virus, mais c'est un nouveau profil. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'abord, par exemple, pour n'importe qui, pour le citoyen, c'est bien sûr les mesures d'hygiène. Et à chaque fois qu'on a quelqu'un qui a les symptômes, que ce soit généraux, mais surtout suivis de signes cutanés dont on a parlé, des vésicules ou autres, il faut consulter, il faut s'isoler. Et là, l'isolement, c'est 21 jours. On peut s'isoler chez soi pendant 21 jours. C'est pas la peine, l'hospitalisation n'est pas nécessaire. Ou l'isolement dans un hôpital n'est pas nécessaire. S'isoler pendant 3 semaines. Pour les cas graves, il faut les hospitaliser et les prendre en charge. Il n'y a pas de traitement spécifique. Généralement, chez les gens en bonne santé, la maladie passe sans laisser beaucoup de séquelles, mais chez les personnes à risque, à savoir les femmes enceintes, les enfants et les personnes immunodéprimées qui ont des problèmes d'immunité, là, ils peuvent contracter la forme grave de la maladie et même ça peut aller jusqu'au décès, malheureusement. Malheureusement, vous l'avez dit, donc il faut s'isoler pendant 21 jours. Ça veut dire que la période d'incubation dure à peu près ce temps-là, 21 jours? La durée d'incubation, c'est généralement entre 6 à 13 jours, mais théoriquement, c'est de 3 à 21 jours. Mais 21 jours, c'est le temps nécessaire pour que les lésions cicatrisent, s'assèchent, et donc ils ne font plus sortir de virus. Et on est contagieux. On est guéri, donc on n'est plus contaminant. On est contagieux pendant combien de temps? Donc 21 jours, c'est ce que vous dites. D'accord, très bien. On est contagieux bien avant la maladie de 4 à 5 jours. D'accord. Et on est contagieux pendant toute la durée de la maladie jusqu'à l'assèchement, la formation des croûtes et des squames, c'est-à-dire que ça devient, les lésions ne sont plus, il n'y a plus de liquide qui sort, les lésions sont sèches et il y a des croûtes sur la peau. Et dans ce cas, on n'est plus contagieux. Ça peut aller donc jusqu'à 1 mois, en tout cas. On peut être contagieux pendant quasiment une trentaine de jours, si on suit un petit peu le calcul que vous faites. Oui, avant les symptômes et durant les symptômes, ça peut aller jusqu'à ça, oui. Et pour les personnes qui ont guéri et qui arrivent à sauter ce cap, est-ce qu'il y a moyen de retomber dans la maladie ou est-ce qu'on est définitivement immunisé? C'est une très bonne question parce que, effectivement, la différence de la varicelle, je n'avais pas évoqué tout à l'heure. La varicelle, quand on fait la varicelle, le virus reste dans notre corps et il peut réapparaître sous forme de zona. Pour le Mpox, généralement, une personne qui est touchée par la maladie, par le virus, il a une immunité très, très, très longue et une immunité durable. Donc, il ne risque pas de refaire la maladie dans les années d'après. Et c'est une immunité qui est durable, du moins par rapport aux souches de virus qu'on a vues actuellement, à moins qu'il y ait malheureusement des mutations plus profondes. Là, c'est une autre question.
Ça change par rapport au Covid-19, c'est rassurant. Du coup, ça permettra en tout cas de briser plus facilement ces chaînes de recontamination qu'on avait vues auparavant lors de la dernière pandémie. On arrive déjà au terme de cet entretien. Dernière question avant de finir sur les mesures prises par le Maroc aujourd'hui pour faire face à cette éventuelle maladie si elle entrait au niveau des frontières, si elle passait les frontières. Alors, bien sûr, un virus qui se propage, c'est un virus qui va se propager, qui va entrer là où il veut. Mais pour le Maroc, donc le protocole prévoit de détecter le plus précocement, ce n'est pas de bloquer, mais de détecter le plus précocement possible les cas importés. Et s'il y a un cas qui est importé ou deux cas qui sont importés, c'est de réduire la chance de faire des cas secondaires, c'est-à-dire une propagation locale, et prendre en charge la population. Ces mesures ont été prises et le Maroc, il a cette expérience, il a bien géré le Covid-19, il a bien géré même l'alerte de 2022 par rapport à l'Mpox, et il a l'habilité, et il a l'expérience, il a l'expertise de gérer ce genre de crise sanitaire. Donc, on ne s'inquiète pas beaucoup pour le Maroc, pas plus que les autres pays, peut-être moins que d'autres pays en Afrique, vu l'expérience, l'expertise et surtout la capacité du système de santé qui a été renforcée à l'occasion de la pandémie Covid-19. Merci à vous, monsieur docteur, plutôt Taïeb Hamdi. Je rappelle que vous êtes médecin et chercheur en politique et santé et système de santé. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci pour toutes ces précisions. Merci à vous. C'est donc la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.